11e pays du monde par sa population avec 120 millions d'habitants, 14e plus vaste territoire, 15e économie de la planète. Ajoutez à cela un sous-sol riche en hydrocarbures et une histoire culturelle multiséculaire à l'échelle de la planète. Le Mexique est clairement un géant. Alors pourquoi ce pays hispanophone devient-il membre de l'Organisation internationale de la francophonie? Quels liens culturels font de Mexico un pays sensible à la francophonie? On en parle avec l'ambassadeur de la République du Mexique en France. Bonsoir à vous, monsieur l'ambassadeur Agustín García López. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Vous interviendrez tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, le Mexique est donc devenu membre observateur de l'OIF il y a quelques jours à Dakar, au Sénégal, lors du sommet de l'OIF. En quoi est-ce important d'adhérer à la francophonie? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Ravi d'être ici. Bonsoir. Oui, comme vous l'avez dit, le Mexique est le pays le plus grand des pays hispano-parlants. Mais c'est aussi le pays où la deuxième langue, c'est le français. Nous sommes un pays multiculturel. Nous parlons aussi plus de 70 langues indigènes. Ouais. Et puis dans le français, par exemple, il y a 250 000 étudiants qui tous les jours apprennent le français. Nous avons une histoire culturelle énorme avec la France et la francophonie. Nous avons eu, par exemple, la première alliance française qui était au Mexique en 1884. C'est le premier pays qui a eu une alliance française après Paris. Et nous avons maintenant 37 alliances françaises. Nous avons 19 universités où il y a des appartements de l'université spécialisés en français et dans des sujets avec la France, avec la francophonie. Alors c'est pour cela que quand le président François Hollande était au Mexique, devant le Sénat, il nous a invités à avoir la possibilité d'être membre observateur. Alors, on a étudié ça, et puis on a vu que vraiment c'était une grande opportunité, pas seulement pour serrer les liens avec la France, mais avec toute la francophonie, et en particulier les pays du Moyen-Orient, les pays africains de la francophonie, avec lesquels on veut avoir une grande relation encore plus proche de celle que nous avons maintenant. Alors, Agustín García López, vous avez évoqué des liens historiques, justement. Slimane Zeguidour, vous êtes penché sur la question. On a tendance à l'oublier, on l'ignore même parfois, mais le Mexique et la francophonie, c'est une longue histoire. Très longue histoire qui remonte au moins à la moitié du 19e siècle, lorsque pendant 3 ans, la France a parrainé un empire latin et catholique au Mexique via le prince autrichien, l'archiduc Maximilien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les États-Unis avaient évincé les Mexicains et les Espagnols de l'Amérique du Nord, du Texas, de la Californie, et la France voulait arrêter ce flux anglo-saxon et protestant en mettant en place un État latin et catholique. D'ailleurs, l'expression Amérique latine, je parle sous la surveillance de monsieur l'ambassadeur, est une invention, je veux dire, comme concept géopolitique, est une invention qui a été portée par la France de Napoléon III. Donc, l'Amérique latine, c'est-à-dire face à une Amérique anglo-saxonne. À l'origine, c'était un concept vraiment géopolitique. Et enfin, une autre relation particulière avec le Mexique, c'est que nous, Français, nous sommes très fiers de notre laïcité qui passe pour une singularité. En fait, nous avons beaucoup appris de l'exemple mexicain. C'est-à-dire que dès 1880, donc 15 ans, 25 ans avant la loi de séparation de 1905 de l'Église et de l'État, les Français se sont penchés sur l'expérience mexicaine, car le Mexique est le premier État catholique dès 1860 qui a séparé l'Église de la politique, sécularisé les cimetières, créé un État civil indépendant de l'Église, établi le mariage civil en dehors de l'Église, établit la liberté des cultes, ce qui a fait venir des millions d'immigrants du monde entier, y compris des pays arabes, puisque le Mexique accueille une des communautés arabes les plus prospères de la planète. Un beau tableau, ça, le Mexique modèle pour la France et la laïcité? Tout à fait, mais au contraire aussi. La latinité a beaucoup à voir au fait que nous sommes maintenant partie de l'organisation. Comme vous savez, nous sommes le 4e pays observateur de l'Amérique latine. Il y a aussi, comme observateur, il y a la République dominicaine. Il y a le Costa Rica qui est rentré avec nous, et avant l'Uruguay. Et le Mexique partage des grands principes avec la France, avec la francophonie. Et par exemple, tout ce qui est le droit civil mexicain vient des droits napoléoniens. Tout ce qui est, par exemple, l'architecture du 19e siècle vient des exemples des architectes français. Après, avec Le Corbusier et des architectes mexicains comme Barragán, qui a un grand dialogue. La même chose passe avec la médecine, par exemple, avec l'éducation, avec les structures des universités, des polytechniques mexicains. Alors, dans ce sens-là,
il y a pas seulement la langue, pas seulement la culture, mais tout un système, tous des principes de droits de l'homme et des valeurs et de la pensée. Alors, la dernière fois qu'on a évoqué pourtant ces liens entre la France et le Mexique, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et ça s'était pas très bien passé à cause de l'affaire Florence Cassé. Vous le savez, l'année du Mexique en France avait même été annulée. Monsieur l'ambassadeur, où en sont aujourd'hui les relations entre Mexico et Paris ? Tous les années, maintenant, sont des années de Mexique en France et des années de France au Mexique. Alors, on n'a rien perdu, au contraire, on a gagné énormément. Ça, c'est du passé. Maintenant, comme vous savez, le président de la République était au Mexique pour une visite d'État en avril. Et ce qui est extraordinaire, que c'était justement le 50e anniversaire de La Mano en la Mano, comme le président Charles de Gaulle était au Mexique. Là, il y a eu beaucoup des institutions françaises, comme le lycée français, qui est le deuxième lycée français le plus important au monde, après celui de Londres, comme toute la coopération scientifique et d'éducation qui a commencé avec Charles de Gaulle. Et maintenant que le président Hollande est venu au Mexique, on a eu 41 accords dans tous les domaines. Alors justement, l'économie était au cœur de cette visite au printemps dernier de François Hollande dans votre pays. Alors ça tombe bien, si je puis dire, puisque l'OIF veut évoluer, semble-t-il, vers une alliance d'intérêt économique. Seulement le Mexique, lui, est déjà membre de l'ALENA, avec d'ailleurs le Canada, grand pays francophone. Alors l'ALENA, pour faire simple, c'est une vaste zone de libre-échange en Amérique latine. Lors de sa première allocution, Michaël Jean, qui est la nouvelle patronne de la francophonie, a parlé d'un modèle potentiel, en parlant de l'ALENA, pour la francophonie. Est-ce que c'est votre sentiment? L'ALENA, ça peut être un modèle pour la francophonie? Tout à fait. Et ce que je crois que c'était très motivant, c'est que justement quand le Mexique est rentré à l'organisation, il y a maintenant une nord-américaine, d'origine haïtienne, mais nord-américaine de Canada, Madame Michaël Jean, qui devient justement la secrétaire générale. Alors, ça veut dire que maintenant nous avons, bien sûr, ce qui est l'Europe, ce qui est l'Afrique, mais aussi ce qui est le côté américain de la francophonie. Et c'est pour ça qu'on se réjouit. Et dans le sens de suivre un modèle comme celui de l'ALENA, bien sûr, le Mexique est le pays, pas seulement avec l'ALENA, mais c'est un des pays les plus ouverts avec des accords internationaux. Nous, on croit que justement s'ouvrir et avoir de la coopération. Mais quel serait l'intérêt économique pour le Mexique, par exemple? Ce serait d'avoir des relations plus fortes économiquement avec les Antilles françaises, avec Haïti, République haïtienne, par exemple? Mais tout à fait. Pas seulement avec Haïti, mais avec les pays africains. Avec justement la francophonie, c'est une espèce de porte pour le Mexique, pour faire d'autant plus, parce qu'on a fait beaucoup, bien sûr, avec le Caraïbe, avec Canada, avec la France et les autres pays francophones, mais on n'a pas fait assez pour l'Afrique. Et c'est une façon, avant qu'on était, par exemple, membre du groupe de 77 ou du groupe de 15, où l'Afrique était aussi, il y avait des pays africains qui étaient membres. Maintenant, justement, des organisations comme celle-là, où il y a beaucoup de pays africains qui parlent le français et qui ont ces liens latins en commun avec le Mexique, avec lesquels, justement, on veut renforcer tous les liens, et on va commencer par avoir des accords. On va commencer par ouvrir, premièrement, d'ouvrir des ambassades. Après, premièrement, normalement, on commence par des accords qui sont des accords des mécaniques de liens politiques. Après, on commence avec des accords pour les investissements et contre la double tributation. Et après, bien sûr, on voit la possibilité d'avoir des accords commerciaux. Alors, venons-en, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, à cette affaire qui secoue tout votre pays, le Mexique, la disparition des 43 étudiants. On le disait tout à l'heure dans l'actualité, un des corps des 43 étudiants a été identifié par l'ADN. Cette affaire a donc déclenché une crise politique dans votre pays. À quoi imputez-vous cette colère qui essaime un peu partout dans votre pays? Bon, la colère est partagée par la société mexicaine, par le gouvernement. C'est vraiment dramatique, c'est révoltant, c'est inacceptable ce qui s'est passé aux 43 étudiants mexicains à Ayotzinapa. Alors c'est justement maintenant qu'il faut réagir, et il faut réagir vite, et ce que le gouvernement a fait. On a maintenant, comme vous savez, on est en train de faire une investigation très profonde sur ce qui s'est passé au Mexique dans cette affaire-là. On a déjà 80 détenus qui sont dans un processus d'investigation pour avoir la responsabilité, pour faire de la justice. Et juste maintenant aussi, avec l'aide internationale, avec la Commission interaméricaine des droits humains, avec l'ONU, mais aussi, par exemple, avec l'Université d'Innsbruck et avec des experts argentins,
pour savoir exactement, par exemple, les os, les origines, pour savoir l'identification si l'identification des corps, etc. Alors, la première chose, c'est clarifier ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est bien sûr faire la justice et bien sûr aider les familles de victimes. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut aussi voir le problème de fond. C'est un problème qui doit avoir, bien sûr, avec la pauvreté de certains États du Mexique, dont le Guerrero et par exemple le Michoacán et aussi le Oaxaca. Et maintenant, le président de la République a annoncé un programme justement des incentives fiscales pour créer des santé spéciales pour essayer de arrêter cette différence dans la différence, bien sûr, pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour la justice. Ouais. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Premièrement, le cas des polices. Le problème, c'est que nous avons 1800 polices municipales au Mexique. Il n'y a pas une gendarmerie comme telle. On est en train de former une avec la coopération française. Mais aussi, il y a une proposition de, au lieu d'avoir 1800 polices, d'avoir une police par État, 32 polices, et dans ce sens-là, beaucoup plus de supervision. Aussi, avoir des changements dans le système de justice pour que ça soit beaucoup plus transparent, pour qu'il y ait l'état de droit tout le temps au Mexique. Alors, c'est ça qui est quelque chose qui est positif dans le sens où on se rend compte que toutes les réformes qu'on a faites dans le domaine économique, maintenant, il faut les faire dans le domaine de la justice, dans le domaine contre la corruption et dans le domaine des droits de l'homme au Mexique. Alors, vous avez choisi de répondre sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie en langue française, comme le veut l'usage dans 64 minutes désormais, lorsque l'on reçoit un homme politique ou issu du monde culturel et qui s'exprime dans cette langue, nous lui demandons quel est son rapport à la langue de Molière. Quel est donc votre rapport à la langue française, monsieur l'ambassadeur ? Mon rapport, c'est que ma mère, mes tantes et ma famille parlaient le français. Moi, je parlais pas le français, alors quand elles voulaient parler entre elles, elles parlaient le français, c'est comme ça que j'ai eu l'oreille. Mais aussi, on a eu une fois une visite d'un homme assez extraordinaire avec sa femme extraordinaire qui avait toutes sortes des animaux, des ocellots chez eux, des serpents et tout ça, qui parlait le français extraordinairement, qui est devenu une très bonne amie de la famille. Et après, quand j'étais au lycée, quand mon père est devenu ambassadeur du Mexique en Autriche. À Vienne, ouais. À Vienne, voilà. Alors, on m'a jeté dans la classe de 3e sans trop savoir français. Mais j'ai vu que cet auteur, il avait, ce grand auteur, ce grand homme que moi j'avais connu, c'est le prix Nobel Le Clésio. Le Clésio, ouais. Alors, c'est Le Clésio que moi j'avais connu quand j'avais 6 ans, dans ma famille, qui, si bien nous n'avons pas des gènes français, il a eu toujours une admiration pour la culture française. Vous avez d'ailleurs eu un baccalauréat français en philosophie et en lettres à Vienne, en Autriche. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci, Agustín García López, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous. Un grand plaisir d'être ici. Merci à vous.